Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous et bienvenue. Deux choses. La première, c'est vrai que, et au maximum évidemment, on va vous faire rencontrer les entrepreneurs, mais là, il se trouve qu'il y a un sujet, je suis sûr que vous-même il vous passionne, moi il me passionne. Ce qui est en train de se passer autour de la 5G, le refus de la 5G, on va dire ça comme ça. C'est le spécialiste de l'opinion, François Mickey-Marty, qui a amené une étude complète sur ce qui est en train de se passer. Les amis, ça dépasse largement. Alors peut-être que vous en faites partie d'ailleurs, aucun problème avec ça, mais ça dépasse largement, on va dire, le groupe classique de ceux qui refusent le progrès technologique. C'est en train de devenir quelque chose d'important dans la société française, et ça veut dire que ça va au-delà de la 5G. Et ça doit intéresser les entreprises, parce que c'est un sujet de refus de la technologie, et il faut absolument que les entrepreneurs y réfléchissent. Donc c'est pour ça que je veux que vous écoutiez François Mickey-Marty. Et puis ensuite, alors un entrepreneur, et un sacré entrepreneur, Nicolas Rebout, le patron de Shine, que vous connaissez si vous êtes indépendant, parce que c'est une banque, une néobanque, une petite banque spécialisée dans l'accompagnement des indépendants, qui a été rachetée par la Société Générale. Ma question c'est, mais comment est-ce qu'une énorme banque comme la Société Générale peut se laisser dépasser, qu'est-ce qui lui manque, par une petite néobanque? Donc on va voir ça, c'est parti. Bonjour François, expert de l'opinion, voilà, on va le dire comme ça. Et donc les chiffres que tu m'apportes, François, sur la 5G, les chiffres que tu as publiés il y a quelques jours, quelques semaines même peut-être, enfin quelques jours sur la 5G. Parce que on dit oui, la 5G, machin, ok, il y a les excités normaux finalement qui sur chaque innovation technologique refusent l'innovation technologique, ok. Là ça va bien au-delà. Et donc seuls 27% des Français voient dans la 5G plutôt, en plus c'est plutôt, c'est pas une source d'espoir, c'est plutôt une source d'espoir. Ça fait un quart, à peu près, un quart. Ce chiffre me sidère. Oui. Ouais. On est d'accord, ça veut dire qu'on est au-delà des Robin des Bois, Greenpeace, etc. et tout. Bien sûr, c'est sidérant. Bien sûr, alors pour être exact, 27% considèrent que c'est plutôt une source d'espoir, 29% plutôt une source d'inquiétude, et le reste est un ventre mou, si on peut dire. 36% disent ni l'un ni l'autre, mais entre les deux ne savent pas trop, quoi. Voilà. Donc, mais en effet, l'idée, alors ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait d'abord beaucoup réfléchir sur l'innovation technologique. Parce que quand on dit l'innovation sauvera le monde, c'est peut-être vrai, mais aujourd'hui la plupart des Français ne le pensent pas spontanément. Ou en tout cas pas celle-là. Ou pas celle-là. Pas celle-là. Pas celle-là. On va voir peut-être après, et d'autres non plus, mais pas celle-là en particulier. Donc il y a un premier enseignement majeur qui est cette question de la résonance entre l'innovation technologique et la société dans laquelle elle s'inscrit. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la question du progrès qui se pose derrière. L'innovation technologique n'est pas considérée par la plupart des gens comme une évidence pour construire le progrès des années qui viennent, et notamment pour répondre à la crise que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a des travaux à faire, des réflexions à mener sur comment on peut repenser le progrès en associant de manière un peu systématique innovation technologique et grande mutation de société. Qu'est-ce que tu appelles le huis clos technologique? Oui, alors, il y a derrière ça l'idée de la fragmentation de notre société. Et des gens qui sont des apôtres, des fans de l'innovation technologique, d'autres qui sont beaucoup plus réticents, voire totalement opposés. Et le risque, c'est que les promoteurs de l'innovation technologique s'enferment précisément dans ce huis clos technologique, c'est-à-dire ne parlent que de technologie pour promouvoir la technologie. Exactement. Et on le voit souvent. Donc sur la 5G, on va nous dire le débit est meilleur que sur la 4G, la latence, c'est-à-dire la rapidité de la transmission est nettement meilleure, la densité, c'est-à-dire le volume de messages qui peut être transmis en même temps sur plusieurs terminaux peut être aussi élevé, etc. Toute une série de termes techniques. Et plus encore, parce qu'il y a la 5G, puis il y a ce qu'elle permet. La 5G, n'oublions pas, n'est pas uniquement une fin en soi. C'est ce qui permet aussi l'Internet des objets, et c'est ce qui, après-demain, peut permettre le véhicule autonome. Si vous voulez avoir des véhicules autonomes qui roulent dans Paris, il faut une 5G avec une latence très faible, c'est-à-dire une très grande rapidité de transmission d'informations. Alors, laissons de côté la voiture autonome, mais oui. La 5G, parce que la voiture autonome, elle est là, c'est quand même un objet physique, bon, on peut... Mais la 5G, les gens te disent, ça menace mon mode de vie, oui. Ça menace mon équilibre de vie. Oui.
Oui. Alors, il y a plein de choses. Donc on n'est pas du tout dans une affaire d'ondes. Non mais moi c'est ça qui m'intéresse et dont c'est pas du tout une histoire de les ondes vont là, ou même pas du tout c'est davantage de consommation énergétique, etc. C'est pas ça le sujet, François, non, on est d'accord. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. C'est comment on fait société ensemble. Les gens qui vivaient dans les années 60, pour la plupart d'entre eux, avaient l'ambition d'avoir une maison individuelle, un réfrigérateur, une voiture, et ça s'inscrivait très bien dans leur quotidien. Ça allait de pair d'une certaine manière. Aujourd'hui, quel est le risque majeur? C'est qu'on est d'un côté des innovations technologiques qui s'emballent. Qu'est-ce qui se passe? On va vivre la 4e révolution industrielle. Donc, des grappes d'innovations technologiques. Ça va de plus en plus vite. Et en regard de ça, vous avez un autre phénomène majeur qui est la fragmentation de la société avec une multitude de groupes sociaux qui disent nous sommes tous différents et ce que tu es toi, je ne le suis pas moi. Donc, vous envoyez à marche forcée de l'innovation technologique une grappe majeure et en face, vous avez des gens qui disent attends, moi ton truc, j'en veux pas. Donc, il y a toujours des freins et des réticences face à l'innovation. C'est vieux comme le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a cette spécificité-là, accélération des innovations technologiques dans des sociétés fragmentées qui en partie n'en veulent pas. Donc, il y a un petit souci. Il y a un petit souci visant à relier tous ces éléments. J'y mets là-dedans l'idée, ce truc-là, ceux qui ont tout vont encore se goinfrer plus. Et moi, finalement, ça va me servir à rien. Mais même, ils vont m'obliger à payer plus cher, etc. Et ça va accroître encore. Alors, il y a les inégalités. Quand on creuse et quand on va écouter les gens chez eux pour essayer de comprendre, il y a une gamme d'arguments. Il y a en effet celle-ci. Monter des inégalités, qui vont avoir ça, d'autres c'est déjà le cas pour la 4G. Il y a des gens qui ont la 4G, d'autres qui l'ont pas, etc. Bon. Ensuite, il y a tous les gens qui ont peur pour la santé, etc. Les ondes, les choses un peu plus classiques. Il y a tous les gens qui ont peur pour la planète parce que ça va faire de la pollution digitale, etc., etc. Ça fait un peu peur, ce qui est normal au début. Tout changement fait peur. Ça, c'est profond dans la population, ça. Ça, c'est très. Ça se diffuse, ça. Ce qui est très important, c'est la mise en résonance, c'est-à-dire au fond des grandes mutations. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'imaginaire. Quand on parle de la 5G, c'est de l'imaginaire. La 5G, elle n'est pas sur la table, on la touche pas physiquement. C'est très juste, ça n'est pas comme un véhicule autonome. Donc on est sur de l'imaginaire. Et cet imaginaire de la 5G percute avec la société, le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, qui est très souvent dominé par la peur. Donc c'est un problème d'innovation aussi, d'acceptation de l'innovation. On est dans un univers aujourd'hui où une partie des gens, pas tout le monde, une partie des gens sont... Mais oui, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Le problème, c'est que si on continue à fracturer, ça va pas. Enfin, j'allais dire, on va avoir un problème. On l'a déjà, le problème. Les gilets jaunes, c'était pas il y a si longtemps que ça, quoi. C'est ça. Exactement. Alors c'est la raison pour laquelle on a créé un think tank, on publie un livre très interdisciplinaire, avec des gens qui font de la politique, avec des gens qui font de l'innovation technologique, avec des universitaires, pour savoir comment on peut fédérer ces mondes. Le gars qui est aujourd'hui, les 25% là qui sont hostiles au truc, ça fait beaucoup de monde quand même, hein, 25%. Hein, c'est pas. Il faut commencer par réfléchir et ensuite proposer des hypothèses de solutions. Notre conviction est que les hypothèses de solutions doivent être déclinées selon les publics. C'est-à-dire, le monsieur qui n'aime pas le véhicule autonome parce que ça ne correspond pas à son imaginaire, il y a peut-être des arguments qui peuvent le convaincre ou pas. Mais ce n'est pas la même chose que un jeune qui, pour des raisons attachées à la décroissance, va refuser le véhicule autonome. Ce sont des univers totalement différents. Donc la question pour les années qui viennent, c'est comment on fédère des mondes qui sont différents avec ces outils-là. C'est passionnant. Et nécessaire, je crois. Parce que sinon, on va arriver à des tensions qui sont de plus en plus fortes. La 5G, elle va servir de creuset à l'ensemble de ce qu'on vient de décrire, pour un rejet massif de cette technologie qui, moi, ne me profite pas, va peut-être me coûter et enrichit ceux qui ont déjà tout. On le voit un peu avec les... Alors, sur de manière beaucoup plus ténue, mais on le voit sur d'autres innovations technologiques. On le voit avec les éoliennes, on le voit au fond avec... puis des gens tout simplement qui disent... si tu peux comparer. Mais je compare... Parce que l'éolienne, qu'on le veuille ou non, elle fait du bruit et elle est moche. Hein. C'est la guerre des modes. Nous, l'élément fondamental, c'est ça. C'est la guerre des modes. François Mickey-Marty, donc, merci d'avoir été avec nous, François. On parle de la banque tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart, les amis, avec la banque. Nicolas Rebout, le fondateur de Shine. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Stéphane. La question, en fait, ce dont on va parler, Nicolas, ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui manque aux banques? Pourquoi est-ce qu'une boîte comme la Générale est obligée de racheter Shine? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas, vous, les néobanques, rattrapables? La réponse, elle est multiple. Il y a plusieurs choses qui font qu'on a réussi à développer un service que n'aurait pas pu développer une banque traditionnelle. La première, à mon sens, c'est d'arriver avec un regard neuf sur ce métier.
Un banquier, traditionnellement, ça vend du crédit, réfléchit en termes de découvert, réfléchit en termes de commission, mais beaucoup d'importance sur le fait d'avoir un conseiller physique, etc. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, qui ne sommes pas du tout issus du domaine de la banque à la base, on est parti d'un problème, celui des indépendants, qui est, du point de vue administratif, c'est un calvaire. C'est compliqué de savoir quelle mention légale mettre sur une facture, savoir si on a été payé ou pas, choisir une forme juridique, choisir un expert comptable. Enfin, tout ça, c'est un calvaire. Et donc, on s'est dit, comment on résout ce problème-là? Ah bah tiens, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de construire le produit qui est devenu Shine, à savoir un compte pro qui simplifie aussi les démarches administratives. Et ça, c'est juste le fait qu'on arrive avec un regard neuf. C'était les deux. Dès le départ, c'était les deux. Ça pouvait pas être juste un compte pro. Au départ, il était gratuit. Alors en fait, au tout départ, avant qu'on se rencontre, avant même de travailler sur Shine, c'était même pas du tout le compte pro, c'était l'accompagnement. Et en faisant notre produit qui devait accompagner les indépendants, on s'est dit oui, mais d'accord, mais en fait, au milieu de tout ça, il y a le compte pro. Et quand on a fait des interviews avec nos utilisateurs potentiels, ils se sont avérés pas du tout contents de leur compte pro traditionnel. Parce que beaucoup trop cher, parce que... Puis très lourd, quoi. Enfin, ça n'avait pas de sens. Pas au niveau de ce à quoi ils sont habitués dans leur iPhone ou dans leur Android, quoi. Et donc, on s'est dit, d'accord, si on veut faire ça, et si on veut que ce soit proactif, en temps réel, et qu'on soit vraiment le copilote des indépendants et des petites entreprises, en fait, il faut aussi reconstruire le compte pro et construire ça autour. Et il se trouve que c'est pour ça que maintenant on est le plus connu, c'est par cette porte d'entrée-là que les gens nous trouvent en général, parce qu'ils ont besoin d'un compte pro. C'est une obligation légale dans la plupart des cas. Ouais. Et quitte à regarder les comptes pro, je vais prendre celui qui est le plus adapté à mes besoins, et on est effectivement les premiers à avoir pensé de zéro le service pour ça. Et c'est plus le service ou la gratuité qui t'a permis de décoller ? La gratuité, ça a permis d'aller très vite au début. Ouais. Et nous, ça nous a permis de comprendre les usages pour ensuite savoir ce pourquoi les gens seraient prêts à payer. Ah, donc, en l'occurrence, dans notre cas, c'est l'accompagnement qui était très prisé par les gens. Donc, on ne pouvait pas garder un service gratuit et offrir le niveau d'accompagnement qu'on offre aujourd'hui. Quand on demande à nos utilisateurs ce qui compte pour eux, il y a en un la simplicité et la rapidité. Ça marche et ça marche vite. Et en deux, très rapidement, il y a le service client. Il y a quelqu'un qui me répond et il règle mon problème. Notre métier, c'est la technologie, c'est de faire des applications qui sont fluides, qui marchent bien, qui vont vite. Et c'est vrai pour nos clients et aussi pour les gens qui, chez nous, répondent à nos clients. C'est-à-dire que le back-office chez Shine, c'est joli, ça marche vite, il y a toutes les infos dont on a besoin et ça permet beaucoup plus vite de répondre au problème et de le régler plutôt que de dire « Ah bah attendez, je vais demander à mon collègue qui s'en occupe ». Et les deux mis bout à bout, ça fait ça. Mais enfin, ils ont les moyens d'investir dans la technologie quand même BNP, Société Générale, enfin l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont challengés par ce que tu représentes. Bien sûr, mais là encore il y a deux choses. La première, c'est qu'on a la chance, nous, d'avoir pu repartir d'une page blanche il y a à peine 3-4 ans. C'est ça qui est important. Donc en fait, on peut prendre les technologies les plus récentes, on peut bénéficier de tout ce qu'on a appris jusque-là. C'est notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question de culture. Dans une banque traditionnelle, souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais l'IT, c'est un coût. C'est une fonction support. C'est un truc qu'on subit. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est avant tout, c'est mon associé qui est l'ingénieur dans le duo, mais on est avant tout des gens qui construisent des outils technologiques au service des gens. Donc, on en fait une opportunité plus qu'un coût. Il y a le fait de repartir d'une page blanche, et il y a aussi le fait de pouvoir attirer des talents qui sont attirés par une autre façon de travailler, des structures plus petites, à taille humaine, qui innovent socialement, qui cherchent à construire une banque responsable, qui y mettent plus de sens dans leur métier probablement, etc. Plus d'affect en tout cas. Et ça permet aussi d'attirer des talents formidables. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. Si vous attirez des gens géniaux, ils vont faire un truc génial. Quand d'autres gens géniaux vont voir ça, ça va leur donner envie de rejoindre l'aventure, de monter à bord. Et ça, c'est un engrenage vertueux. C'est très intéressant. Sur ce qu'est une entreprise, ce qu'est une grande entreprise, les strates accumulées, et vous avez beau être conscient que ces strates vous freinent, il est très très difficile de les écarter, de les enlever, de passer le rabot, quoi. C'est ça le sujet, Nicolas. Oui, et puis forcément, quand on est deux fondateurs, qu'on a tout à prouver, qu'on n'a pas le choix que de réussir, on y met une énergie folle, on se fixe probablement moins de barrières mentales et on y va en avance. Et c'est un peu une forme de cycle aussi, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même métier de gérer une institution de la taille de ces acteurs traditionnels, comme la Société Générale, et de créer une start-up. C'est un métier différent, et donc il y a des opportunités différentes, et dans notre cas, ça crée un service qui plaît. Tu sais, je vais faire très très court, mais au moment où on a, nous, négocié notre pacte d'actionnaires, on a un gros actionnaire qui nous appuie, c'est une grosse boîte avec structure juridique, tout ce qu'il faut, etc. et tout. C'était sur un sujet, la protection sociale du dirigeant, du président, en l'occurrence ma pomme. C'est Shine qui m'a donné la bonne information
que n'arrivait pas à trouver le gros groupe. Mais oui, mon vieux, tu vois, c'est ça le truc quand même. Je pourrais pas être plus content sincèrement, parce que s'il y a bien un point commun chez tous les gens qui travaillent chez Shine, c'est que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, tout le monde déteste l'admin. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas un passionné d'administratif qui est venu en disant « Ah, c'est ma vocation ». Mais comme on déteste tout ça, on est particulièrement touché par le soulagement que ressentent nos utilisateurs dans ce genre de situation, et on a des messages d'amour qui sont sincèrement complètement délirants par rapport au service qu'on rend. On a expliqué à quelqu'un comment remplir sa déclaration, et là, merci, je vous aime, avec des smileys partout, heureusement que vous êtes là. Mais oui, mais tu le sais, c'est une angoisse terrible. C'est une angoisse terrible. Oui, c'est une angoisse terrible. Et puis tu reçois des tas de messages de gens là qui soi-disant s'occupent de toi, mais en fait te stressent encore plus. C'est ce qui fait que, et franchement c'est ce qui rend notre job formidable, c'est ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui des gens géniaux qui nous rejoignent, et c'est ce qui donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Il y a ça, se sentir utile au quotidien, même si on fait des trucs, je ne veux pas être grossier, mais un peu chiant par moment, il y a se sentir utile et le fait d'essayer de construire une banque responsable. Et ça nous tient à cœur, on y passe du temps, et les deux mis bout à bout, ça fait qu'on se donne du mal. Alors, deux choses. La première, c'est que, et ça c'est un argument, Frédéric Oudéa, donc patron de la Générale, me dit la croissance, alors pour le coup des néobanques, les N26 et autres, etc. et tout, il me dit ouais, mais enfin, vous savez, à un moment, quand il s'agit de mettre votre vrai argent et votre vrai patrimoine quelque part, vous continuerez à le mettre dans une banque classique. Ces néobanques, ce sera jamais que la liquidité du compte courant et rien de très sérieux. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas, ou pas ? Non, fondamentalement, tout prend du temps. Il y a 10 ans, je me souviens très bien dans le e-commerce, quand les gens ont commencé à vendre des meubles en ligne, tout le monde dit non mais un canapé, je pourrais jamais acheter ça sur internet, jamais j'achèterai un canapé, il faut s'asseoir dessus. Un lit, impossible, quand on voit les chiffres d'affaires. D'accord, et là on parle de, j'en sais rien moi, 500 000 euros de patrimoine. Je pense que la question c'est, est-ce que je fais confiance à cette entreprise et est-ce que j'ai une relation client de qualité? Et je pense qu'on peut avoir une relation de bien meilleure qualité parce qu'on fait une belle application, que les messages sont bien faits, etc. Parce que quand j'écris, on me répond vite, parce qu'on répond à ma question, comme vous venez de l'expliquer juste avant. On peut avoir une bien meilleure relation qu'avec un mauvais conseiller dans une agence. Et donc, oui, il faut construire des entreprises solides, où l'argent est en sécurité, qui sont soumises aux mêmes autorités de contrôle que toutes les banques traditionnelles, qui appliquent les mêmes règles de compliance, etc. Ça, c'est absolument crucial pour créer la confiance. Mais le fait d'être en ligne, il me semble que ce sera de moins en moins un frein et que c'est le sens de l'histoire. Et je suis... En fait, très sincèrement, je suis pas là pour dire il faut tout faire en ligne, il faut tout faire en agence. Non, voilà. non. Nous, notre métier, c'est de construire des applications qui fonctionnent bien et de faire en sorte que les gens aient un super service. Est-ce qu'à un moment, j'irai mettre mon patrimoine sur... Même si elle marche bien, mon patrimoine, il sera dans une grosse, bonne, vieille banque. Vous savez, il y a des gens qui ouvrent des SCI chez nous. Et des SCI, il y a beaucoup d'argent dessus. Par exemple, il y a des gens qui font des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui investissent dans des boîtes, qui ont des holdings. Eh ben d'accord. L'argent est chez nous. Hein. Ouais. Et donc, le problème de quelqu'un qui veut faire un virement de 300 000 euros, c'est pas de savoir où est l'argent, c'est que quand il fait son virement de 300 000 euros, le virement passe. Oui. On vérifie et on va plus vite pour vérifier. Et ça a de la valeur pour les gens, même quand ils ont des gros patrimoines. T'en parles au présent de Shine? C'est-à-dire tu restes... Ah, j'en parle au présent et au futur, oui, tout à fait. À la tête de Shine dans l'ensemble Société Générale? Oui. Tu sais que ça marchera pas. Tu sais, j'ai croisé une dizaine d'entrepreneurs comme toi. Mais oui, alors, rachat par une grosse boîte, etc. et tout. Au 5e reporting, tu vas partir en courant. Ouais. On travaille dans la banque, hein, donc tout ce qui est reporting, lourdeur administrative, etc., c'est notre cœur de métier. Très simplement, la boîte existe depuis ça fait à peine 4 ans qu'on a eu l'idée de commencer à travailler dessus. Donc faut pas me demander de me projeter sur 10-20 ans, c'est pas l'horizon de temps dans lequel je travaille depuis le début. Ce qui est sûr, c'est que, et parce qu'on me demande la question à titre personnel, on me pose la question à titre personnel, mais c'est vrai pour l'équipe, pour nous c'est pas une exit. D'accord. C'est pas je prends l'argent et je m'en vais, c'est quel est le meilleur projet pour Shine. Et très sincèrement, on avait le choix entre faire une très belle levée de fonds qui était signée, qui était terminée, et cette voie-là. Et la raison pour laquelle on a choisi ça, c'est parce que dans cet accord, on a le sentiment d'avoir le meilleur des deux mondes, on a la sécurité financière d'un grand groupe, on a l'indépendance, on développe notre produit de manière indépendante, c'est là, ça reste le même management, ça reste la même marque, ça reste les mêmes locaux, ça reste le même service pour nos utilisateurs, et donc on pense qu'on est dans les meilleures conditions pour remplir notre mission et exécuter notre vision à l'avenir. Merci Nicolas. Nicolas Rebout, donc le fondateur de Shine. Les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismarck, 19h30, 20h.
Et vous pouvez évidemment réécouter cet entretien des vraies voix qui font bouger la France avec Stéphane Soumier en partenariat avec Bismart TV. C'est en podcast sur sudradio.fr. La suite de votre soirée avec les vraies voix qui font bouger la France. On va parler de votre patrimoine, comment l'entretenir, comment le faire fructifier. Tout de suite, ces questions de famille et ces conseils de famille avec Olivier Daudet. Sud Radio, conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. La bonne gestion de votre patrimoine, c'est tout ce qui nous intéresse et c'est aussi la raison d'être des conseils de famille. Les conseils, en l'occurrence, avisés d'un professionnel reconnu, ceux de Stéphane Moller. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Vous êtes, rappelons-le, le directeur et le fondateur de Via Wealth Management. La gestion de patrimoine, c'est votre passion, c'est aussi votre métier depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va parler finance. Vous l'évoquiez la semaine dernière, Stéphane. Il y a en France des dizaines de types de contrats financiers, j'ai bien compris? C'est vrai Olivier, nous disions ça la semaine dernière. Nous avons à notre disposition des dizaines de livrets et contrats financiers différents. PEA, contrat d'assurance vie, contrat de CAPI, PERP, PER, Madelin, article 83, dont à chaque fois les caractéristiques ont en plus évolué avec le temps. J'ai l'impression que vous parlez une langue étrangère. À quoi ça sert tout ça? À quoi servent-ils tous ces contrats, Stéphane? En fait, tous ces contrats ont un dénominateur commun. Et voilà comment on va en justifier l'existence. En France, nous avons une forte fiscalité sur les produits financiers. C'est-à-dire que nous devons de la fiscalité sur les dividendes ou sur les plus-values d'actions. Si les titres sont détenus en direct, c'est-à-dire sur des comptes titres, la fiscalité est due immédiatement à chaque fois que nous vendons des titres avec une plus-value ou à chaque fois que nous percevons des dividendes. Alors un exemple, soyons concrets. Oui, si sur un compte titre, donc en l'absence d'un contrat, j'achète 100 pour 100 € d'actions Renault, et que 10 ans plus tard, je les revends 200 €, alors je matérialise une plus-value. Cette plus-value, elle est de 100 € et je devrais m'acquitter d'une fiscalité de 30 €. Ce qui veut dire que je n'ai plus 200 € à réinvestir, mais je n'ai plus que 170 € à réinvestir. En fait, je vais devoir payer une fiscalité sur de l'argent qui est encore virtuel, puisque réinvesti. Oui, je comprends. Mais alors, quel est l'apport du contrat, justement? En fait, l'énorme avantage et le dénominateur commun de tous ces contrats, c'est que tant que ma gestion financière reste encapsulée dans ces contrats, je n'ai pas à m'acquitter de fiscalité. Je ne paierai ma fiscalité qu'à la sortie de l'argent de ces contrats, quelle qu'en soit la nature. Ah bah là, c'est très clair. Alors, ça m'explique pas tout. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant de contrats? En fait, chacun d'entre eux ont des spécificités. Certains permettent de réduire l'impôt au moment où on souscrit à ces contrats, où on y verse de l'argent. D'autres, au contraire, au moment où on retire l'argent de ces contrats. Et puis certains de ces contrats sont calibrés pour des usages spécifiques du type organiser sa retraite. Il y a de quoi dire, hein? Oui. Nous passerons en revue évidemment l'essentiel de ces contrats au cours de nos différentes chroniques, sans jamais nous départir de notre bon sens. Ah ben manquerait plus que ça, ce serait pas nous. Conseil de famille revient demain, Stéphane Moller. À demain, Olivier Daudet. Cette chronique, toutes les autres à retrouver en podcast sur le site de Sud Radio, sudradio.fr, vous le connaissez bien, et puis toutes vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Et allez, vous retrouverez Olivier Daudet pour conseil de famille. Demain, comment gérer votre patrimoine? Tiens, comment gérer et sauvegarder le patrimoine musical d'un grand chanteur? C'est une des questions que va se poser Yvan Cujous dans le Loft Music Sud Radio de 20h à 21h. Il sera notamment en direct avec le fils de Dick Rivers qui nous dira justement comment il entretient, il honore le patrimoine de son père disparu, hélas, il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, Yvan Cujous reçoit aussi son invité aujourd'hui. C'est une jeune chanteuse qui cartonne, c'est formidable. Elle s'appelle Marwa Loud et vous la découvrirez sur Sud Radio. Par ailleurs, après Yvan Cujous, votre soirée continue. Ce sera l'heure de Muriel Lermine. Sud Radio, écoutons-nous. Vous êtes en train de changer de métier, vous vous posez des questions justement sur votre carrière, sur votre vie personnelle. Vous avez des questionnements personnels. Vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio, écoutons-nous. Muriel Lermine aussi vous donnera la parole et vous écoutera. Sud